Présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Chers amis, c'est un réel plaisir de vous retrouver tous au micro de notre chère Radio Courtoisie. D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous savez, nous avons toujours un grand dossier et plusieurs chroniques et chroniqueurs que nous retrouvons dans le studio. Je souhaitais, après donc le meurtre de Philippine, alerter donc les auditeurs de Radio Courtoisie sur un nouveau meurtre, celui de Kilian, dans la nuit de samedi à dimanche en Normandie par Nasser Bekadour, un Algérien de 24 ans. Encore une fois, un francocide. Encore une fois, notre propre peuple tué, souillé, violé, assassiné. Des manifestations vont être déposées un peu partout en France, à Paris et en province. Je vous invite à vous intéresser à tous ces rassemblements. Les hommages sont importants, mais il faut aussi un certain nombre de revendications. Il faut reprendre la rue et mettre la pression sur le gouvernement, sur les autorités. Nous ne pouvons plus accepter que nos enfants meurent. Je vous invite vraiment à vous mobiliser, c'est important. Merci de l'attention que vous avez eue pour ce petit message. Alors aujourd'hui, j'ai voulu consacrer, avec l'ouverture, l'automne qui arrive, ce libre journal de Vive la civilisation européenne à la chasse. Alors, la chasse, un recours. Hier et peut-être demain, pratique utilitaire. Aujourd'hui, loisir. La chasse est par excellence un art identitaire. Et pour nous, Européens, l'un de ceux où la triade homérienne peut se déployer d'une manière particulièrement vive, contrecarrant chez celui qui le pratique les effets délétères du déracinement qu'impose la vie moderne. La chasse distingue. Distingue parce qu'elle offre l'occasion de porter une arme, marque des hommes et des femmes libres, et de donner la mort, dans une société qui flatte les esclaves et tente de rendre la mort invisible. Ainsi, le chasseur réintègre-t-il par la pratique de son art la chaîne de prédation et donc la nature que le moderne abhorre. Consciemment ou inconsciemment, la chasse devient un acte politique et métapolitique. La chasse éduque. La chasse éduque parce qu'elle oblige à maîtriser ses armes mortelles, à savoir non pas seulement par les livres, mais aussi par l'observation, les habitudes et les mœurs de l'animal de chasse. Et au-delà, des habitants, des plaines, des bois, des forêts, des montagnes, comme elle force à l'enracinement le chasseur qui arpentera assidûment un même territoire, jusqu'à en découvrir tous les secrets. La chasse, enfin, relie. La chasse relie d'abord aux générations qui nous ont précédés, jusqu'à nos lointains ancêtres du Paléolithique, mais aussi à nos contemporains, singulièrement ceux avec lesquels nous en partageons les joies et la liturgie au cours de parties de chasse communautaires. La chasse relie, finalement, au sens le plus élevé, en ce qu'elle nous donne à contempler la beauté de la nature et à participer de cette beauté. C'est pour aborder donc ce beau thème de la chasse que je reçois deux invités de choix. Avec moi, donc dans le studio, François Vaune, qui est chasseur mais aussi marin. Germanophone, il va nous parler de ces territoires de chasse peut-être du côté outre-Rhin. Il a longuement arpenté les abysses et parcouru les royaumes de Poséidon. Depuis qu'il a regagné la terre ferme, c'est à Artémis, la déesse vierge, qu'il consacre une part significative de son temps, des rivages de la Baltique aux Alpes autrichiennes, de la Bretagne à la Haute-Franconie. Je le connais bien, c'est un camarade, puisqu'il est formateur de l'Institut Iliade et il anime justement une causerie sur la chasse avec les stagiaires de la formation générale de l'Institut. En visio avec nous, Denis Plat, qui est officier d'actif pendant 36 ans, puis rédacteur en chef de J'aime la chasse, que tous les chasseurs et amateurs de chasse connaissent. Et il est désormais animateur de chroniques cinégétiques, donc qu'il a fondé, un web média consacré à la chasse et à son lien avec notre identité. Nous sommes bien au cœur du sujet. François, bonsoir. Bonsoir Romain. Denis, bonsoir, vous m'entendez bien? Vous êtes en visio depuis la Provence. Provence, je vous entends bien Romain. Très bien, excellent. Avec nous, comme à l'accoutumée, Gabriel Fouquet, que nous retrouverons en seconde partie d'émission. Pierre Leprince, qui va nous permettre, grâce à ses intermèdes musicales, de rythmer cette émission. Nous recevrons également Raphaël Emma pour sa chronique. Merci à tous d'être ici. Alors peut-être pour les
pour ancrer dans le réel le sujet et essayer de quitter l'éther des idées ou de la littérature qu'on peut se faire de la chasse. Est-ce que vous pouvez nous dire très concrètement la manière que vous avez de chasser? Quels sont les territoires que vous arpentez? Quel type de chasse faites-vous? Donc à vous la parole, François. Écoutez, la chasse reine, pour moi qui suis passé sous les fourches codines de la formation des jeunes chasseurs en Allemagne, c'est la pirche, donc la chasse à l'approche. Elle est praticable sur beaucoup de nos territoires en France. Elle impose une connaissance intime de ce territoire. Je pense que nous y reviendrons. Et c'est vraiment la chasse que je privilégie lorsque j'en ai l'occasion, et particulièrement au chevreuil. Ce cervidé désormais assez courant, et c'est une vraie joie dans nos forêts, mais également dans nos bois et nos plaines, et qui est également un animal assez fin et subtil, quoique colérique. Vous-même, Denis Plat, quelle chasse pratiquez-vous? Alors, vous pouvez pratiquer plusieurs chasses, mais il y en a peut-être une comme François qui sort du lot finalement? Alors oui, j'essaie en tant que défenseur de la chasse et de toutes les chasses, j'essaie de pratiquer ou de m'initier à tous les modes de chasse possibles, et Dieu sait s'ils sont nombreux. Mais comme François, ma préférence va au Pirsch en allemand, au stalking, dit-on en anglais, à l'approche en français. C'est en effet un mode de chasse que j'essaie de privilégier, que ce soit en plaine pour le chevreuil l'été ou alors reine des chasses, à mon avis, la chasse en montagne pour le chamois dans les Alpes ou l'isard dans les Pyrénées. D'accord. Donc oui, ça, c'est un très très beau mode de chasse. Et c'est avec votre chien ou c'est sans votre chien? Alors la pirche peut se pratiquer sans chien. Il est toujours bien d'avoir à sa disposition un chien de rouge, c'est-à-dire un chien dressé pour la recherche au sang de l'animal blessé. L'éthique du chasseur implique d'abréger les souffrances de l'animal s'il ne devait être que blessé par un mauvais tir. Et lorsqu'on doit arpenter, comme Denis l'évoque, les montagnes en particulier, s'il faut dépendre d'un conducteur de chien de rouge pour entreprendre une recherche de l'animal blessé, cela peut prendre un temps très long. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux avoir avec soi un chien dressé, mais ce chien-là ne sera pas utilisé pour traquer et pousser l'animal, mais bien pour le rechercher. Donc il est dressé pour rester au pied du chasseur et l'accompagner dans son approche. Vous parliez d'éthique du chasseur. J'ai retrouvé cette citation de Barjavel dans L'Enchanteur qui dit « Si tu as besoin de chasser, ne blesse pas, tue. Si tu n'es pas sûr de tuer, garde ta flèche. » Est-ce que ça correspond à ce qu'un chasseur doit avoir en tête quand il part chasser? Je suis absolument convaincu que c'est l'élément premier chez le chasseur. Si on n'est pas certain, autant qu'on puisse l'être, de faire tomber l'animal sur place, il faut renoncer à tirer. C'est évidemment particulièrement vrai dans les chasses solitaires, l'affût ou l'approche. La bilbo chasser devant soi, c'est de l'approche aussi, non? Pas vraiment, c'est autre chose. C'est autre chose. Bon. C'est autre chose. Mais il faut effectivement tuer et tirer pour tuer de façon à abréger les souffrances de l'animal. Je me permets ici d'ailleurs, si vous le permettez Romain, une incise.
il y a encore de très fortes réticences outre-Rhin sur la chasse à l'arc qui n'y est pas autorisée, et précisément parce qu'il y a cette crainte. Le risque de blesser l'animal pour rien un peu finalement. Denis Bas, je me tourne vers vous. Cette notion d'éthique de la chasse, éthique du chasseur, donc on a pu aborder avec François le fait de ne blesser ou ne pas blesser, de tuer, de chasser pour tuer. Si on devait parler d'une éthique du chasseur, quels sont les points saillants de cette éthique selon vous ? Alors, je suis en effet d'accord avec François dans la mesure du possible. Dans la chasse à l'approche ou à l'affût, si on n'est pas sûr de son coup, il vaut mieux s'abstenir. Ne pas tirer est aussi un acte de chasse, répète-t-on très souvent, avant des départs dans les bois et dans les forêts. L'éthique, je dirais, c'est de ne pas être un chasseur consommateur de la nature, mais un chasseur qui participe à la nature. Et ça a des conséquences importantes, dans la mesure où, ne nous voilons pas la face, beaucoup, enfin en tout cas un certain nombre de chasseurs, ne sont que des consommateurs. Ils vont, ils chassent, ils tirent, advienne que pourra. Je pense que la base de l'éthique est de comprendre que nous ne consommons pas. Nous ne sommes pas dans un monde consumériste, dans l'idéal de la chasse. Nous sommes dans un monde plutôt participatif. Et c'est à ce moment-là que réellement la chasse prend toute sa grandeur et devient absolument éthique. Que ce soit pour la chasse du grand gibier ou du petit gibier, parce qu'on parle du fait de la tradition germanique évoquée par François de la chasse du grand gibier, mais n'oublions pas qu'une majorité de chasseurs en France chassent le petit gibier et que là aussi, il ne faut pas être un chasseur consommateur. Voilà, je pense que la base de l'éthique, c'est d'être dans la nature et d'être en la nature. Et pour arriver à ça, voilà. C'est toute la difficulté, c'est qu'il faut connaître et arpenter un territoire, appartenir à une communauté de chasseurs, mais aussi des autres personnes qui sont sur ce territoire, avoir finalement un rapport aussi sensible à la nature. Donc finalement, c'est un ensemble de choses qu'on n'apprend pas forcément lorsqu'on passe le permis de chasser. C'est une éthique générale de la vie. Alors, le permis de chasser n'apprend que des dispositions techniques extrêmement importantes. De sécurité notamment. La connaissance de la faune et de la flore, mais aussi les règles de sécurité. Nous sommes dans une société où le moindre accident ou incident prend des proportions absolument incroyables. Malheureusement, il y a certains incidents, certains accidents. Donc il est important que les structures, je dirais, étatiques et fédérales de la chasse apporte un souci extrêmement important à la sécurité, mais il est évident que la chasse ne se résume pas aux épreuves du permis de chasser. Et comme vous l'avez dit, Romain, c'est une connaissance intime avec un territoire. Et là, cela ne peut se faire qu'au travers d'un compagnonnage. Dominique Vénère dit bien le compagnonnage clanique, et j'aime beaucoup cette expression. Lorsqu'on rencontre des chasseurs, le tutoiement arrive très vite et le compagnonnage clanique, en général, se fait très vite là aussi. On fait partie d'un ensemble, on fait partie d'un tout, avec des différences d'appréciation et de pratique, mais néanmoins, il y a quelque chose qui relie non seulement à un groupe humain, mais aussi à une histoire, à un patrimoine et à une civilisation, in fine. Est-ce que cette façon de faire, je me tourne vers François, c'est finalement une parenthèse enchantée pour le chasseur par rapport à ce monde atomisé, individualiste, consumériste et matérialiste, ou est-ce que la chasse et les chasseurs arrivent à être dans le monde, finalement ? Alors, la chasse, les chasseurs parviennent à être dans le monde, aujourd'hui sans doute avec plus de difficultés, parce que l'un des éléments centraux, et vous l'aurez compris, c'est celui de la transmission. Et cette transmission de la pratique de la chasse, mais également de l'éthique de la chasse, elle s'est faite pendant des générations dans les familles, au sein des clans. C'est bien le père ou le grand-père qui enseignait au fils
qui l'accompagnait pour sa première sortie, le fusil ou la carabine à la main, qui lui montrait les coins, les passages, les coulées, qui enseignait également la connaissance du gibier. Et puis, au-delà de la famille très proche, donc du père et du grand-père, ce sont évidemment les cousins, les voisins, les chasseurs du pays avec lesquels, pour les endroits où on pratique ces chasses communautaires, les gens se retrouvaient pour chasser. Et c'est au sein de ces communautés que se pratiquait cet apprentissage absolument indispensable. Aujourd'hui, les familles sont un peu malmenées, la transmission est mise à mal au sein des familles, mais il reste malgré tout ces communautés de chasseurs qui permettent de transmettre ces savoirs, cette éthique. Et je crois qu'un certain nombre de jeunes chasseurs en particulier recherchent avec la chasse cet apprentissage et ces maîtres qui vont les intégrer à une communauté à laquelle ils ont soif d'appartenir et leur apprendre et lui apprendre leur savoir et leur pratique. Juste avant de céder la parole à Pierre Leprince pour la première pause musicale, on parlait de cette transmission. Denis Plat, la pratique de la chasse en France et en Europe, quelle est-elle ? Elle augmente ? Elle diminue ? Est-ce qu'il y a une dynamique dans un sens ou dans l'autre ? Alors, prenons au départ l'exemple de la France. Le nombre de chasseurs a diminué il y a encore 20 ans ou 25 ans. Il y avait 2 millions de chasseurs en France. Nous sommes maintenant un peu moins d'1 million, 978 000 et quelques. Il est rassurant de constater que le nombre d'inscriptions au permis de chasser augmente en ce moment, et ce depuis à peu près 4 ou 5 ans. Toutes les fédérations départementales le disent. Il y a un regain d'intérêt et ça se traduit par des inscriptions à l'examen du permis de chasser. Ce qui est intéressant dans un deuxième temps, il y a le quantitatif, mais il y a le qualitatif. Cet engouement touche des personnes différentes, de plus en plus de femmes et de plus en plus de jeunes citadins. Et là, le qualitatif est important parce que il n'y a plus, voilà, nous sommes dans une société extrêmement urbanisée et il est important que le jeune citadin se reconnecte à la nature et par cette pratique qui peut devenir une passion, ce qui est mon cas. Et donc là, on assiste en effet à un changement lié à la société d'aujourd'hui, mais de plus en plus de femmes et de jeunes citadins s'inscrivent. Ça, c'est pour la France. On le constate aussi en Allemagne, et je pense que François sera d'accord avec moi. Il y a là aussi un regain d'intérêt de la part de certaines personnes qui étaient a priori à l'opposé du monde de la chasse. Il y a une chasseresse maintenant un peu célèbre en Allemagne qui, avec ses dreadlocks, ses tatouages et ses piercings, est à l'opposé de l'image traditionnelle du chasseur germanique, mais qui fait beaucoup parler d'elle. Elle était végétarienne et elle a complètement basculé. Elle ne consomme, dit-elle, plus que la viande issue de sa chasse. Une forme de cohérence. On touche des couches sociologiques complètement différentes, complètement inattendues parfois, mais je pense que c'est très bien. Merci pour cet éclairage. Pierre Leprince, une première pause musicale. Chers auditeurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver après cette longue pause estivale. Et pour prolonger un peu le plaisir des vacances, je vous propose pour cette première pause musicale de traverser les Alpes pour écouter le plus francophile des chanteurs italiens. Il s'agit bien sûr d'Angelo Branduardi et pour coller au thème de l'émission, j'ai sélectionné pour vous le morceau Le Don du cerf. Bonne écoute.
marche sans repos. C'est ainsi que le cœur gros en boule, jetant des pièges collés en foule. Mais c'est un surf magnifique qui devant moi se dressa. C'est ainsi que le cœur gros en boule, jetant des pièges collés en foule. Mais c'est un surf magnifique qui devant moi se dressa. Mon destin s'achève, la mort est sur mon dos. Tout ce qu'elle me laisse, je t'en ferai cadeau. Bête de grande corne, le bois des bêtes. Dans mes deux oreilles, tu pourras boire. Eau demoiselle du miroir de mes yeux d'eau. De mon poil lisse, fais-toi faire tes pinceaux. Si mes chairs te nourrissent, demain c'est ma peau qui te réchauffera. Et le plus grand des courages, de mon foie tu tireras. Et encore une fois, mon Seigneur roi, le corps de ton cerf te fera gloire. Chair résignée de l'histoire, et en toi il fleurira. Dites-moi, mon maître, de tant de terre et tant d'eau, de tous vos voyages, lequel est le plus beau? Lequel est le plus beau? C'était Angelo Branduardi. Je vous invite vraiment à découvrir son œuvre. Alors, il a une autre chanson que j'aime beaucoup, c'est la mort des hommes, qui fait une rapide transition justement avec... on a parlé d'éthique de la chasse, de rapport à la nature et aux animaux, et le fait de donner la mort. Est-ce que aujourd'hui, peut-être dans des formes ultra ritualisées ou spectaculaires comme la corrida, est-ce que la chasse n'est pas pratiquement que le seul endroit où on se retrouve confronté à la réalité du monde sauvage et à la mort, pour un citadin comme pour un campagnard? Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Je n'en vois pas. Est-ce que c'est pas ça justement qui presque fait l'essence et la singularité de la chasse dans un monde où justement la vie avec un grand V, a toujours été une forme de dichotomie, d'équilibre avec la présence de la mort, et le fait qu'on les fait disparaître de notre quotidien nous participe un peu de notre déclin anthropologique, éthique et spirituel d'une certaine façon. Il est évident... Allez-y François, je vous en prie. Il est évident que la mort dans notre civilisation déclinante est un fait qu'on cherche à écarter alors qu'elle est présente, très présente et singulièrement depuis quelques années avec le retour de l'horizon de la guerre qui s'est rapproché et qui traverse désormais l'Europe. Donc cette proximité de la mort, elle revient, mais malgré tout, elle reste très édulcorée. Nos compatriotes et au-delà de nos frontières, les Européens de l'Ouest sont confrontés à la guerre par l'intermédiaire d'écrans, de vidéos, de films, et eux-mêmes souvent confrontés aux jeux vidéo extrêmement violents, peuvent avoir du mal à discerner entre les jeux et les vidéos qu'on leur présente, et ne percevront pas la mort dans sa brutalité. Le chasseur
et singulièrement le chasseur individuel, il est confronté à cette réalité, à cette brutalité de la mort par l'acte de chasse. Je voudrais ici d'ailleurs citer Ortega y Gasset, qui déclare, qui écrit je ne chasse pas pour tuer, mais je tue pour avoir chassé, ce qui me paraît une déclaration essentielle. Mais le chasseur, effectivement, il est confronté à cette réalité de la mort. Et si vous me permettez, Romain, cette incise, on voit d'ailleurs que selon les modes de chasse, les pratiques de chasse, selon les régions, les pays, cette responsabilité de l'acte de tuer, elle peut être entière. C'est le cas lorsqu'on chasse seul à la pirche, par exemple, ou elle peut être répartie, portée collectivement, et c'est le cas des chasses communautaires. Bertrand L, dans un livre que je recommande à tous, je pense et j'espère que beaucoup de nos chasseurs en France l'ont lu, mais ceux qui ne l'ont pas lu devraient l'avoir dans la bibliothèque. C'est Le sang noir, et ce livre pourra les éclairer sur cette confrontation des chasseurs à la mort. Denis Plat, sur ce rapport à la mort et au monde sauvage? Il est évident que nos sociétés actuelles, nos sociétés modernes, nous déconnectent de plus en plus de la vie réelle de la nature et de son cycle qui va de la vie à la mort. On nous cache la mort de plus en plus. Comme le disait François, on ne la voit qu'au travers d'écrans, que ce soit de jeux vidéo ou des actualités télévisées. Le chasseur, lui, est confronté à cette mort. Il ne faudrait pas en faire, je dirais, le but de la chasse. Tout acte de chasse réussi fait naître au sein du chasseur deux sentiments égaux, je dirais, en importance. La joie d'une prédation réussie, parce que nous sommes des prédateurs, il ne faut pas le nier, et en chassant, nous retrouvons cette nature de prédateur, mais aussi parfois une certaine émotion, une certaine tristesse de l'acte de chasse réussi. Ce n'est pas aussi, se réjouir de la mort d'un animal pourrait s'apparenter à un tempérament psychopathique. Il y a toujours ce mélange entre les deux, entre la joie de l'acte de chasse réussi et une certaine tristesse de l'animal étendu à nos pieds. Moi, j'ai été enthousiasmé par un livre qui décrit, je dirais, l'affrontement entre un vieux chamois et un vieux chasseur, l'un et l'autre sentant la fin arriver. C'est le livre de Henri De Luca qui s'appelle Le poids du papillon. Alors Henri De Luca est aux antipodes de nos idées politiques. C'est un auteur italien qui a fréquenté l'extrême gauche très longtemps, l'extrême gauche même, je dirais, active et parfois un peu en dehors de la légalité. Mais il a écrit avec Le poids du papillon un très beau texte sur l'affrontement entre ces deux personnages, si on peut dire, et un très beau texte sur la vie, sur la mort, sur la solitude et sur le rapport à la proie. Lorsqu'il arrive enfin au soir de sa vie à chasser et tirer ce vieux chamois, évidemment, ça signe sa fin de vie aussi, puisque lui mourra dans les montagnes en ramenant ce chamois. Mais il y a 2-3 lignes là qui décrivent très très bien ce sentiment mitigé que l'on a après un acte de chasse réussi. J'invite les chasseurs à lire Le poids du papillon d'Henri De Luca. C'est paru chez Gallimard et franchement, c'est un très beau texte. Merci du conseil. Merci du conseil. Bon, voilà. Finalement, vous parlez de la sensibilité, pas du tout de la sensiblerie, mais de la sensibilité et puis aussi de l'émerveillement tragique qu'on doit avoir face à la nature, aux animaux. Nous allons maintenant céder la parole à Raphaël Aima qui est
en duplex avec nous, lui aussi depuis la Provence, pour sa chronique identitaire. Raphaël, vous nous entendez ? Bonsoir. Oui, bonsoir Raphaël, la parole est à vous. Bonsoir Romain, bonsoir aux intervenants. Donc je vous écoute depuis un petit moment. Ce soir, on a parlé longuement de chasse. Évidemment, c'était le thème de l'émission, de sa place dans la tradition européenne, de ce qui la justifie justement selon le titre de l'émission comme recours. On a parlé aussi, on vient de l'aborder, de dichotomie entre la vie et la mort. Et moi, j'aimerais aborder évidemment par chauvinisme un petit peu, par méridionalisme, justement ce que tu commençais à évoquer sur le rapport qu'on pourrait trouver quasi similaire entre tauromachie et chasse, justement. De manière générale, on observe, on l'a constaté au long de l'émission, que la chasse, pourtant pratique plurimillénaire, dans l'histoire des hommes, fait l'objet d'attaques, de tentatives de persécution. En bref, qu'il est ici question d'une pratique peu ou mal comprise et qui n'échappe pas, on va dire, aux attaques de l'opinion publique contemporaine, moderne. Souvent, la critique de la chasse passe par la morale. C'est sur l'angle de la moralité, de son acceptabilité sociale, qu'elle subit des assauts. Et régulièrement, quand on parle de la chasse, un autre sujet qui n'est pas très très loin, c'est celui de la pratique de la tauromachie. Vous le savez, dans le midi de la France, d'Arles au Pays Basque, de la Camargue jusqu'au Midi, on pratique, comme en Espagne et dans certains pays d'Amérique latine, des traditions autour de l'animal taurin, du taureau, traditions que l'on englobe sous l'étiquette de tradition tauromachique, de tauromachie. Ça peut être la course landaise, ça peut être la course camarguaise, ça peut être les corridas à pied ou à cheval, ça peut être les lâchers de taureaux, ça peut être les encierros. En bref, la tauromachie regroupe un ensemble de traditions vastes, encore aujourd'hui en vigueur sur une partie importante du territoire. Loin d'être impopulaire, elle rassemble encore aujourd'hui, à l'occasion des férias et des fêtes traditionnelles du Midi, des milliers de spectateurs et font vivre, et c'est peut-être le point le plus important, un écosystème social, économique et culturel, employant des centaines d'acteurs, allant de l'élevage jusqu'aux écoles taurines. Mais tauromachie, on va essayer de se pencher un peu sur l'étymologie du terme. On retrouve une racine grecque évidemment, tauros, le taureau, l'animal, symbole européen s'il en est, que l'on retrouve depuis l'aube de notre civilisation dans des mythes. Parfois le taureau est un symbole de force quand il s'incarne en Minotaure, parfois le taureau est un symbole de fertilité, de prospérité quand il s'incarne en Zeus, se transformant en l'animal pour séduire une princesse, ou quand il fait l'objet de jeux dans les traditions minoennes. Donc tauros, le taureau, je le disais, mais aussi makeia, le combat au sens strict. Donc la tauromachie englobe l'ensemble des traditions où l'homme fait face au taureau, s'éprouve à lui. Ainsi, les débats sur la chasse viennent souvent franchir la frontière des débats avec la tauromachie. Car dans nos sociétés postmodernes, contemporaines, les deux disciplines partagent un point commun. Tu le disais, tu évoquais la dichotomie, Romain, c'est celui d'évoquer le rôle de la mort au sein de la vie dans des sociétés qui s'aseptisent, c'est le terme, de plus en plus. La philosophie contemporaine rejette foncièrement l'idée de mort. Avec les progrès de la médecine, nous n'avons cessé de repousser de décennie en décennie l'âge moyen des décès. Avec des inventions comme la pénicilline ou les vaccins, nous avons fait de la mort une réalité moins palpable, plus abstraite, une frontière que l'on repousse toujours plus loin, et j'ai envie de dire cela en adéquation avec l'esprit européen. Mais si la peur de la mort a toujours été une préoccupation humaine, l'effondrement des spiritualités, des sacralités et des religions a contribué en parallèle des progrès de la civilisation à faire grandir la peur de la mort. Durant la période du Covid, c'est arrivé à son paroxysme. Nous avons pu observer que cette peur de la mort brouillait parfois le discernement de nos décisionnaires politiques. Rousseau, alors qu'il écrivait sur les médecins, qu'il ne portait pas vraiment dans son cœur, pour être tout à fait sincère, disait, ouvrez les guillemets, si elles guérissent la mort, et tuent le courage, que nous importe qu'ils fassent marcher des cadavres. Il ne résumait ainsi pas la vie ou la mort à un simple statut biologique, mais à la nécessité du maintien d'une essence, d'une vitalité. Cette peur de la mort est contagieuse. Plus globalement, les sociétés occidentales ont déplacé des critères moraux que l'on appliquait à des êtres d'essence, comme les hommes, au monde animal. La condamnation morale de la chasse, qui à l'heure de l'élevage intensif ou des steaks de soja perd évidemment sa fonction utilitaire de nourrir les hommes, s'appuie sur les mêmes bases que la condamnation de la tauromachie, particulièrement quand celle-ci est faite avec mise à mort.
Il est difficile de défendre la tauromachie sur un point de vue consumériste, matérialiste, comme la chasse. La tauromachie, bien qu'elle soit la seule garante de l'existence de la race des taureaux de combat, n'occupe pas une fonction servant à répondre à un besoin primaire de la population. Ce n'est pas grâce aux matadors et aux toreros que les régions du Midi français peuvent se nourrir. Alors on serait tenté, en ne connaissant pas la pratique, d'y voir un sport, une logique de performance, c'est-à-dire un combat d'égal à égal avec le taureau, qui se solderait par le succès d'un des deux acteurs. Mais une nouvelle fois, il n'est pas ici question d'une vision performative. Si la corrida était une performance, le combat serait égal. Mais il ne l'est pas, et c'est une vision que la tauromachie assume. Il faut, pour comprendre la tauromachie, voir au-delà des considérations morales. Il faut s'imprégner de son rôle social. Un rôle social qui est régi par des logiques traditionnelles qui ne prévalent plus dans le monde contemporain, mais qui apparaissent comme des fantômes d'une autre époque, faisant appel au fond de nos instincts et de nos âmes à un souvenir enfoui. On pourrait défendre la tauromachie sur 3 axes principaux, sur un triptyque taurin: l'art, la fête et le rite. D'abord, la tauromachie est un art, car elle n'est pas régie, comme je le disais, par des logiques performatives. L'objectif de la tauromachie est la création du beau. Ce qui est applaudi dans une arène, c'est la bravoure de l'animal et du taureau. Plus encore, la synchronicité aussi du torero avec lui, la danse qui s'échange. La plus belle des récompenses pour un torero à cette image est la grâce. Un torero ayant fait suffisamment corps avec un taureau suffisamment brave le gracie sous la bénédiction de la présidence de l'arène. Ensuite, il y a la fête. Car la corrida, c'est avant tout un art populaire. C'est la feria, c'est la population se réunissant autour de l'arène, c'est la célébration. Une célébration qui fait vivre des milliers de personnes, comme je vous le disais, et qui ne peut se comprendre sans le 3e axe que j'évoquais plus haut, le rite. Car la corrida est codifiée, c'est un rituel. C'est même d'ailleurs un rituel funéraire, puisqu'il est ici question de la mise en scène de la mort de l'animal. Elle vient rappeler, notamment dans des cultures du sang et de la passion comme celles de nos voisins ibériques, que la mort est au centre de la vie, comme une réalité indépassable. L'animal au centre de l'arène, c'est la mort au centre de l'arène. L'existence de cette réalité, quand bien même les peuples vivent des temps de paix. Il est d'ailleurs intéressant de noter que l'un des pays non européens ou latino-américains les plus fascinés par la tradition tauromachique, c'est le Japon, qui partage, à la manière de la philosophie de la tauromachie, une vision relativement proche de la place de la mort au sein de la vie. En conclusion, nous pourrions dire que la chasse et tauromachie ont ce point commun en partage, d'être hélas trop souvent perçus comme des passions réactionnaires, car en déconnexion complète avec les normes morales de l'époque. Pourtant, rempart justement d'un esprit traditionnel sain, elles persistent comme des échos arrivant à nos oreilles contemporaines d'une autre époque. Et en ce sens, les deux disciplines méritent d'être préservées. Car comme la mort du taureau renvoie le public à la réalité de la vie, la chasse et la corrida renvoient l'homme contemporain à son statut face à un monde régi par les normes du consumérisme et du matérialisme. C'était Raphaël et Emma. Nous allons retrouver nos 2 invités qui vont certainement être inspirés par cette chronique fort bien sentie. Excusez-moi. Raphaël, nous nous retrouvons le mois prochain. Merci à vous. Merci Romain. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Donc vous avez bien compris, cher François, cher Denis, où notre chroniqueur voulait nous emmener. Donc est-ce que ce parallèle, il vous paraît justifié, peut-être un petit peu tiré par les cheveux? Est-ce que c'est le Provençal qu'est Raphaël qui est allé trop loin, ou vraiment on peut retrouver l'essence finalement identique ou semblable dans ces 2 disciplines? François, vous en pensez quoi? Je pense que d'abord, comparaison n'est pas raison. Il y a certainement des parallèles à faire, et ce parallèle sur le sujet de la mort qui appartient à la vie, qui est une de ces étapes, et que dans nos sociétés, c'est pas une exclusivité européenne d'ailleurs, on a toujours entouré d'un rituel particulier comme celui de la naissance et de l'entrée dans l'âge adulte, dans l'âge d'homme. Ce qui me semble intéressant à retenir ou à souligner, c'est le fait que les chasseurs ne sont pas prosélytes, et
m'avance peut-être en le disant également des amateurs de corrida, mais ce que les chasseurs souhaitent, c'est qu'on les laisse pratiquer leur art et qu'on en apprécie les beautés, même si on ne souhaite pas devenir chasseur soi-même. À une époque où on protège les minorités, eh bien, je souhaiterais qu'on protège également les chasseurs qui sont effectivement, comme le soulignait Raphaël dans sa chronique, comme un écho de notre passé, mais un passé toujours bien vivant, puisque nous l'incarnons, nous le vivons et nous le transmettons. Avant de céder la parole à Denis Plat, je voulais évidemment citer Dominique Vénère, alors non pas de son dictionnaire amoureux de la chasse, mais du Choc de l'histoire paru aux éditions Via Romana en 2011, où Dominique Vénère disait « Avec ou sans armes, par la chasse, je fais retour à mes sources nécessaires. La forêt enchantée, le silence, le mystère du sang sauvage, l'ancien compagnonnage clanique. À mes yeux, la chasse n'est pas un sport, c'est un rituel nécessaire où chacun, prédateur ou proie, joue la partition que lui impose sa nature. Avec l'enfantement, la mort et les semailles, je crois que la chasse, si elle est vécue dans les règles, est le dernier rite primordial à échapper partiellement aux défigurations et manipulations de la modernité rationnelle et scientifique. Donc on reconnaît le style et l'esprit synthétique de Dominique Vénère qui recoupe un peu nos réflexions. Denis Plat, sur ces derniers échanges et notamment la chronique de Raphaël, de votre compatriote Raphaël Aima, vous aviez peut-être des réflexions à nous livrer ? Alors, je vais être très chauvin en tant que Provençal. J'ai trouvé que la chronique de Raphaël était très bien sentie, bien entendu. C'est vrai qu'en Provence, nous avons plutôt la tradition des courses camarguaises, sans mise à mort des vachettes, hein, il faut bien le souligner. Mais oui, il y a un parallèle ou des parallèles à faire entre corrida et chasse. Maintenant, je crois que le parallèle le plus frappant, aujourd'hui en tout cas, est de constater que ceux qui attaquent la corrida sont les mêmes que ceux qui attaquent la chasse. Il n'y a pas de secret en la matière. Leur but n'est pas de protéger et de sauver des animaux, mais de nous déraciner, de faire de nous des apatrides de notre propre culture et de notre propre civilisation. Voilà. D'ailleurs, un des anciens, secrétaires nationaux des Verts, David Cormand, lorsqu'il était question d'interdire la chasse le week-end et le mercredi, l'a très bien dit. Il a dit le but de ces interdictions, c'est d'interrompre la transmission. Donc là, je pense qu'il n'aurait pas dû le dire en public, mais le but était bien dit. Il fallait interrompre une transmission pour faire de nous des êtres complètement désincarnés et ces esclaves modernes que voudraient certains. Non, je crois qu'en effet, il y a des parallèles, pas quelques-uns tout au moins, mais en effet, je crois que le parallèle le plus pertinent est celui des ennemis de l'un et de l'autre. Je ne sais plus qui disait le plus beau nom que peut avoir un homme est celui que lui donnent ses ennemis. Et là, en l'occurrence, je suis vraiment ravi d'avoir les mêmes ennemis que les aficionados. Alors une question qui moi m'intéresse, qui n'est pas forcément très connue quand on parle de chasse, qui fait écho au titre de cette émission, Vive la civilisation européenne. Qu'est-ce qui finalement, et peut-être n'y en a-t-il pas, fait la spécificité, la singularité de la chasse et des chasseurs européens? Puisque finalement, ce rapport à la mort, au monde sauvage, ce goût de l'esthétique, cette sensibilité à la nature, cette nécessité de vivre en harmonie avec un territoire, voire de le construire sur les sentiers de chasse, on peut retrouver ça dans d'autres civilisations, auprès d'autres peuples ou dans d'autres territoires. Y a-t-il
une spécificité, une singularité de la chasse et des chasseurs en Europe? Il me semble que si tel ou tel trait ou caractéristique de la chasse européenne peut être retrouvé ailleurs, il y a quand même un regroupement, une accumulation ou un ensemble d'éléments qui en font un art et un rituel spécifique. Un auteur allemand, lui-même grand chasseur, je crois que c'est Heinrich von Galgen, raconte dans son ouvrage maître que les anciens Celtes ne découplaient jamais plus de 3 chiens sur le lièvre, ce qui montre ou montrerait que cette idée de la mesure et la nécessité de laisser une chance à l'animal de chasse imprègne fortement les consciences européennes, la conscience du chasseur européen. Oui, de toute façon, la mesure est une vertu cardinale dans notre civilisation, donc il n'est pas illogique qu'on la retrouve aussi dans la chasse. Denis, sur cette question de la singularité? Encore une fois, bien que ancien de l'armée de terre, je suis d'accord avec un marin, ça m'ennuie, c'est la 3e fois. Mais je dois dire que oui, en effet, ce qui peut singulariser, parmi d'autres choses, la chasse européenne, c'est son sens de la mesure. La quête, parfois, importe plus que le résultat. Je pense aussi que ce qui fait la singularité de la chasse européenne, c'est qu'elle est devenue pilier de patrimoine, pilier de civilisation. Elle a irrigué les arts européens. On le retrouve dans la musique, on le retrouve dans la littérature, on le retrouve dans la peinture, beaucoup dans la peinture, et parfois un peu la philosophie, car elle pousse à s'interroger justement sur le rapport entre l'homme, la nature, l'homme et le cycle de la vie et de la mort. Donc je pense que voilà les deux principales caractéristiques de cette chasse européenne, de cette chasse d'hommes européens sont voilà ce sens de la mesure et le fait que ce soit devenu fondateur et élément de civilisation. Très bien. Alors, une question d'un auditeur cette fois-ci. Denis Plat, je pense que vous pourrez répondre. Alors, il s'adresse à vous deux, hein. Enfin, il s'adresse à nous, à l'Assemblée. Vous avez une vision idyllique de la chasse, messieurs. Idyllique. Vous oubliez les querelles autour des sangliers, les conflits entre associations, un certain prosélytisme et les délices avec l'administration, calendrier par animal, quotas, SIA, etc., etc. Denis. Oui, alors il ne faut pas en effet avoir une vision idyllique. Dans un premier temps, comme toute communauté humaine, la chasse a son lot de gens désagréables, d'abrutis pour parler clair, qui donnent parfois une très très mauvaise image de la chasse. Oui, comme toute communauté humaine. Alors comme dans toute communauté humaine, eh bien il faut qu'il y ait des gens pour redresser la barre et dans la mesure du possible, éduquer et montrer le bon chemin. Ensuite, l'auditeur faisait référence pardon, aux tracasseries administratives, voire plus, auxquelles nous sommes soumis avec le SIA. Alors, qu'est-ce que le SIA? C'est le système d'information sur les armes. Quand on a une arme de chasse, on doit la déclarer. Avant, on faisait une déclaration papier à la préfecture et c'était terminé. Aujourd'hui, grâce au système informatique, voilà, on est obligé de le déclarer à l'administration, ce qui permet des recoupements avec plein de fichiers, ce qui n'est pas d'ailleurs sans poser question quant à l'état de nos libertés individuelles. Car l'informatique étant ce qu'elle est, elle prend, comment dirais-je, elle est capable d'un arbitraire. Mais c'est la condition sine qua non pour pratiquer la chasse de manière légale. Voilà, donc il ne faut pas être naïf. La chasse, comme les chasseurs, comme toute communauté humaine, ont des gens bien, des gens moins bien. Et puis, nous sommes soumis, comme bien d'autres, aux tracasseries, voire aux abus
d'une administration de plus en plus omnipotente. Et je dirais que si celle-ci mettait autant de dynamisme et d'énergie à nous faciliter la vie qu'elle nous met à nous la pourrir, nous serions dans un monde un peu meilleur, peut-être. Voilà. Je vous remercie, nous arrivons au terme de cet échange. C'est très dense, c'est très frustrant, je le sais. Vous pouvez, chers auditeurs de Radio Courtoisie, découvrir les nombreuses références citées par nos deux invités. Évidemment, je vous invite à suivre Chronique Cinégétique sur le web pour retrouver toutes les papiers de Denis Plat. Pour finir réellement sur le sujet, vous allez voir, je vais sauter du coq à l'âne puisqu'il y a d'autres personnes qui mènent une chasse un peu différente, c'est la chasse aux dépenses nuisibles. Et cette chasse aux dépenses, c'est le thème du prochain forum de Polémia. 3 000 milliards de dettes, ouvrons la chasse aux dépenses nuisibles. Ça aura lieu à Paris le samedi 16 novembre. Nous évoquerons la dette, les subventions, les impôts, ce que nous coûte l'Algérie. Vous avez entendu parler dernièrement de ce débat qui a été soulevé, les folies budgétaires également de la transition énergétique, enfin un ensemble de dépenses faramineuses auxquelles Jean-Yves Le Gallou et toute son équipe Polémia proposent de partir en chasse. Alors voilà, ça ne sera pas du sanglier, ça sera de la dépense nuisible. Le 16 novembre prochain à Paris, restez en contact avec nous pour avoir plus d'informations. Et Pierre Leprince, nous allons pouvoir découvrir la deuxième pause musicale. Oui, alors pour ce second interlude, nous restons sur le thème de la chasse, mais nous partons cette fois dans les froides terres d'Islande pour découvrir ou redécouvrir l'inclassable Björk, chanteuse protéiforme qui interprète ici le morceau Hunter, chasseur donc pour les anglophobes, issu de l'album Hégémonique et que je recommande vivement aux auditeurs. Bonne écoute et à bientôt pour de nouvelles découvertes musicales.
le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne! Nous retrouvons à présent Gabriel Fouquet qui interprète les poèmes de Frédéric de Saint-Cloud dans notre rendez-vous poétique mensuel Autour d'un verre, une chronique où elle nous partage son regard sur le monde à travers les réflexions d'un jeune couple, Frédéric et Romain. Aujourd'hui, la chasse au doute. Mon ange aux ailes d'or, arrêtons la pendule. Discutons en amont devant ce crépuscule qui avale d'un trait l'étalon insouciant que je fus hier encore, qui n'est plus à présent. Venez, je vous en prie, le parfum suave et doux de vos cheveux me manque, ainsi de votre cou, opposé au roseau délicat toujours frêle, ployant sous l'influence d'une sobre hirondelle. Le vôtre se maintient résistant aux épreuves, aux humeurs de Xanthos, aux caprices du fleuve. Asseyez-vous, madame. Prenez place aux côtés de votre serviteur de notre éternité. Je veux m'ouvrir à vous, sur un sujet précis. Je ne serai point long, autant les facéties. Depuis que le divin vous a décorcelé, entre décembre et août, 8 mois sont écoulés. Si j'osais, Frédéric, dévoiler ma pensée, je vous questionnerai sur la maternité. Êtes-vous une mère parfaitement comblée? Considérez-vous d'un amant esselé la plainte lancinante? M'avez-vous oublié? Comment l'âme peut-elle autant se fourvoyer? Suis-je sourde à ce point aux appels de son cœur pour n'avoir entendu ses tresseaux, sa douleur? Je lui dois quelques mots, une explication. Le pauvre homme se livre sans circonlocution. Je vous vois face à moi pleinement désarmé. Ayant ôté l'armure, démis le bouclier, vos sentiments que protégeait votre rapière sont aussi émaillés que votre grand aubert. Si je puis apaiser le chagrin de votre âme, rassénérer ses traits, chasser le mélodrame, j'y consens maintenant. Le sens de mes aveux éconduira vos doutes, dessillera vos yeux, sur votre être affaibli aura l'effet du baume d'une main guérisseuse l'appliquant de sa paume. Vos blessures ouvertes comme autant de sabords feront jaillir la joie irradiant votre corps. Monsieur, je vous le dis, le répète et le hurle face au vent de Borée, de Cornogue, de la Burle. Mon amour vous est dû, destiné, sans partage. L'arche s'éloignant des galères du naufrage inspire le dessein de sa construction. Quelle libération! Laissez-moi terminer. La mère que je suis couve son oisillon. Mais pour autant ne fuit ses obligations. Cet enfant est le fruit de notre amour et du mystère de la nuit. Quel idiot! Insensé! Je gaspille le temps qui nous est imparti. Me voilà rougissant. Enterrez là vos doutes. Ils provoquent la fièvre, prélude à l'aboulie de la tendresse mièvre. Mon ami, je vous aime. Que vive ce poème! Merci à Frédéric de Saint-Cloud pour ses poèmes toujours très inspirés. Un jour, nous les retrouverons, j'espère bien, édités ou en tout cas rassemblés pour les nombreux auditeurs qui nous demandent de pouvoir les lire, pas simplement de les écouter. Autour d'un verre, le rendez-vous poétique du libre journal Vive la civilisation européenne. Alors, chers amis, à quelques minutes maintenant de la fin de cette émission, vous savez, j'aime bien recevoir pour les chroniques culturelles et traditionnelles un invité. Et là, j'en ai un de choix, puisque nous recevons Édouard M., qui est donc aujourd'hui président, j'espère ne pas me tromper, de la Fédération française de Béour. Alors le Béour, vous en avez peut-être entendu parler, c'est né dans sa version, on va dire, contemporaine, moderne, dans les années 2000 à l'est de notre continent européen, avant justement d'être popularisé grâce à Édouard et évidemment de son équipe en France. Donc le Béour, c'est quoi? C'est du combat médiéval en armure. Donc un sport qui fait l'objet de compétitions nationales et internationales dans laquelle les participants doivent combattre avec armure et armes, et c'est très important, je pense qu'Édouard insistera dessus, doivent combattre avec des armes historiquement analogues à celles du XIIIe au XVIIe siècle. Voilà pour la présentation. Alors Édouard, merci d'être avec nous. Où en est le Béour actuellement en 2024 en France? Est-ce que il y a des fédérations, il y a beaucoup d'équipes? On a parlé de championnats français, nationaux et internationaux. Où en est-on? Bonsoir. Aujourd'hui, en 2024, en France, on a une seule fédération, la Fédération française de Béour, dont je suis effectivement encore le président jusqu'au mois de janvier.
Combien d'équipes? Écoute, actuellement, on est à une trentaine de clubs qui sont affiliés à notre fédération. Chacun de ces clubs peut avoir entre une et deux équipes selon le nombre de personnes qui font partie de ces clubs. Et on a effectivement un championnat de France qui peut avoir entre 5 et 10 étapes selon les années, dans lesquelles les équipes françaises s'affrontent entre elles pour essayer de gagner un maximum de points pour grimper le classement national que vous pouvez retrouver sur notre site internet combatmedieval.com. Alors, le Béour est, on peut le dire, à mi-chemin entre une exigence d'historicité, finalement, et un sport avec des règles de combat. Aujourd'hui, qu'est-ce qui attire en priorité les nouveaux membres, les nouveaux participants? Est-ce que c'est un des deux aspects ou à chaque fois les deux à la fois? C'est toujours les deux à la fois, parce que si on cherchait juste le sport de combat, eh ben on irait faire de la boxe ou du MMA ou que sais-je. Donc c'est forcément qu'il y a un attrait pour l'histoire, pour l'armure et pour les armes. Maintenant, ce qui reste prédominant, c'est des gens qui disent venir faire du Béour avant tout pour se battre, mais se battre en armure, se battre avec des armes et le plus souvent se battre en équipe, même si le duel est aussi une partie importante de notre sport, mais on est un peu le seul sport de combat en équipe à l'heure actuelle. La difficulté quand on combat en Béour, c'est quoi? C'est le poids des armures, des armes, c'est des coups qui doivent être difficiles à porter. Quelles sont les difficultés de ce type de combat? Je pense qu'effectivement, de porter une armure, c'est une difficulté parce que c'est lourd, c'est fatigant, c'est contraignant, c'est beaucoup de chaleur, la difficulté à respirer, la difficulté à voir. Donc c'est un gros entraînement pour s'y habituer. C'est aussi matériellement, il faut réussir à se constituer une armure. Vous pouvez pas aller au Décathlon du coin et vous acheter une armure. Il faut faire des recherches pour pouvoir constituer une armure qui satisfasse aux exigences d'historicité, donc étudier un petit peu les sources, contacter le comité d'historicité de la fédération pour se renseigner, faire un petit peu de lecture, visiter quelques musées, et aussi avoir une armure qui vous aille parfaitement, donc qui aura été faite sur mesure. Il faut le temps de la commander, il faut avoir le budget pour l'acheter, et il faut qu'elle vous protège intégralement. Donc ça nécessite aussi, après chaque utilisation, des réparations et de l'entretien. Oui, donc un sport exigeant aussi d'un point de vue matériel, mais déjà avec des centaines de participants. Alors on a évoqué les difficultés techniques liées au fait de porter une armure qui est lourde, et quelles sont les difficultés liées à l'historicité? Est-ce qu'on retrouve d'une certaine façon, vous avez parlé d'un comité scientifique dans la fédération, des erreurs, entre guillemets, récurrentes qui viennent régulièrement justement par manque de recherche des sources des participants, ou est-ce que c'est finalement des erreurs d'historicité très variées? Il y a beaucoup d'erreurs d'historicité, moi j'aurais tendance à dire, surtout que moi je suis considéré comme un inquisiteur de l'historicité, quelqu'un d'un petit peu extrémiste sur la question. Si ça ne tenait qu'à moi, les équipements utilisés en Béour seraient beaucoup plus historiques que ce qu'ils ne sont actuellement. Il y a beaucoup de tolérance quand même dans nos règles sur l'historicité pour permettre aux combattants d'être plus en sécurité en fait. Bien sûr. Ce qu'on retrouve souvent comme erreur d'historicité, on va dire, ça va souvent être des pièces d'armure qui sont trop larges, qui sont pas assez anatomiques, qui ont des formes qui sont trop grossières. Ça va être des spalières, c'est-à-dire les protections d'épaule qui sont surdimensionnées, dont les plaques sont agencées dans le mauvais sens. Pareil pour les solerets, c'est-à-dire les protections qui sont sur les pieds. Souvent, les plaques sont agencées dans le mauvais sens. Vous avez souvent des combattants qui rajoutent des barres de protection oculaire sur les casques qui n'existaient pas à l'époque. Et notre cahier des charges impose que vous tolère qu'il n'y en ait qu'une seule par œil. Donc vous voyez, c'est déjà une tolérance qu'on fait. Mais on a des combattants qui en ajoutent plus qu'une. Et elles doivent être normalement peintes en noir pour être moins visibles. Et soit ils ne les peignent pas, soit quand la peinture s'en va, ils ne repeignent pas leurs barres. On a souvent des codes de mailles qui sont abîmés justement autour des colletins des casques et qui ne sont pas réparés ou qui ne sont pas fixés correctement sur les casques.
Donc des erreurs extrêmement variées. Donc là, le jury intervient, se tourne vers l'équipe. J'imagine il y a un capitaine en lui disant t'es gentil, mais ton combattant, là, ton guerrier... C'est l'officier historicité qui va officier sur le tournoi en question, qui va directement aller s'adresser au combattant qui a une pièce défectueuse pour lui expliquer pourquoi est-ce que sa pièce est défectueuse. Et il a le choix. C'est soit il doit effectuer la réparation, la modification immédiatement pour être en règle, soit il prend un carton jaune. Alors tout à l'heure, quand on a évoqué la chasse et la tauromachie, on a évoqué la culture de la chasse, la culture tauromachique, finalement tout ce qui était autour de la gastronomie, à la spiritualité, aux aspects communautaires. Est-ce que le béour, qui est donc un sport qui fait l'objet de compétition et qui est un combat médiéval en armure, c'est très bien défini, mais est-ce que en régénérant finalement ce sport, ça a donné naissance à plein d'activités à côté, une sorte d'écosystème un peu organique autour du béour, où finalement ça reste circonscrit à ce sport précisément? Je ne sais pas si ma question est claire ou pas. Pas vraiment. J'arrive à peu près à imaginer ce que vous voulez dire. Je pense que il y a toute une culture autour du béour, dans le sens où de toute façon c'est un petit milieu avec des gens qui ont un peu des codes en commun qui se créent à travers cette activité. Maintenant, il n'y a rien qui toucherait à la gastronomie, ni même à la musique, je dirais, ou à une forme d'art ou de culture comme ça qui serait intellectualisée en commun par tous les participants. D'accord. Je pense pas que ça aille jusque-là, non. Très bien. Alors, je reviens à la compétition. Vous avez parlé de 30 équipes. Il y a des régions en France qui dominent le championnat de béour, et si oui, pourquoi ? Des régions qui dominent des régions, des équipes, des provinces qui sont plus fortes que d'autres. Oui, on peut dire qu'on retrouve, là ça fait quelques années, 2 équipes de Franche-Comté qui s'affrontent dans les phases finales des tournois, donc avec Aquila Sequania et les Comtois, qui sont parmi les 2 meilleures équipes de France et qui sont en compétition depuis longtemps. Donc on pourrait dire que la Franche-Comté serait peut-être la région qui a donné naissance à 2 des meilleures équipes en France. Et on a un semblant d'explication à ça? Pourquoi la Franche-Comté? Un semblant d'explication. Moi, j'en ai pas. Honnêtement, on pourrait pas objectivement dire oui, c'est pour telle et telle raison. Maintenant, la Franche-Comté est connue pour avoir été une région qui a donné beaucoup de militaires, en tout cas dans l'histoire, du fait de sa situation de province. Tantôt du Saint-Empire, tantôt de l'Autriche-Hongrie, tantôt de l'Espagne, donc dans laquelle il y a eu beaucoup de guerres, et beaucoup de mercenaires aussi qui étaient originaires de cette région pendant notamment la guerre de 30 ans. Enfin, donc c'est une région qui est peut-être connue pour ça. Après, ça voilà, c'est du folklore. Je pense pas que ce soit une raison objective qui expliquerait qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a ces 2 équipes qui soient très très bonnes. Oui, mais votre explication me plaît quand même. Je l'aime bien. Oui, moi aussi. Bon, et alors d'un point de vue international, j'ai dit en introduction qu'effectivement c'est à l'est du continent, donc du côté de la Russie, je crois, que le béour a refait surface. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Quels sont les pays qui suivent cette tradition, cette nouvelle tradition du béour en Europe, voire dans le monde? Et il y a à peu près 40 pays dans le monde qui pratiquent le béour. Moi, j'ai été président de la fédération internationale HMBIA, Historical Medieval Battle International Association, jusqu'à sa dissolution il y a quelques années. Donc j'ai pu être au plus proche de toutes ces associations sur tous les continents qui pratiquent le béour. Maintenant, évidemment, l'Europe reste en tête de la pratique du béour, avec le plus de pratiquants, le plus de tournois organisés. Mais en termes de niveau, il faut reconnaître que les États-Unis ont aussi de très très bonnes équipes. D'accord. Alors, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, auditeurs donc au sens large, les auditrices, puisque je crois qu'il y a quelques femmes qui participent au béour. Oui. Oui, peuvent donc se renseigner, vous l'avez dit, combat-médiéval.com ou fr. Sans tiret.
Sans tirer. Combat médiéval, tout attaché.com. .com. Excellent. François, vous connaissiez le béour? Vous êtes pratiquant, non, vous, du béour? Je ne pratique pas le béour, mais je connaissais, oui. Bon. Très bien, il nous reste 5 minutes. Je vous remercie, Édouard, pour ces explications très claires. Je vous invite vraiment à... Alors, si vous ne voulez pas tout de suite pratiquer, au moins aller voir un championnat, hein, puisque les dates sont annoncées sur le site. C'est fort sympathique et les combattants sont également à la fois intéressants et motivés, on va dire. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Édouard, sur les ondes de Radio Courtoisie. Merci beaucoup pour l'invitation. Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Pour achever ce libre journal Vive la civilisation européenne, je cède la parole à Gabrielle Fouquet, qui est à côté de moi dans ce studio de Radio Courtoisie, qui nous propose sa boussole artistique. Je ne connais que la mer. Cette réplique n'est tirée ni de l'Odyssée d'Homère, ni de la Petite Sirène d'Andersen. Elle sort de la bouche d'Edmond Dantès, incarné par Pierre Ninet dans la dernière adaptation du Comte de Monte Cristo au cinéma. Évidemment d'après l'œuvre d'Alexandre Dumas. J'ai regardé le film après les Jeux Olympiques. Et bien sûr, face à la prison du château d'If plantée dans la Méditerranée, le rapprochement s'impose. Olympie, un héros, une scène, la Méditerranée, Mare Nostrum, une époque fondatrice, l'Antiquité. Rassurez-vous, l'Antiquité n'est pas une mode. Pour nous, en tout cas, ses héritiers, elle est éternelle. Derrière les images, derrière les lectures, que de rappels. Ainsi, Andrea Marcolongo, helléniste italienne, nous dévoile page après page, livre après livre, ce que nous devons aux Grecs et aux Romains, aux mythes et à l'histoire. N'en déplaise aux pseudo-déconstructeurs. Si vous en doutez, commencez par son génial « Déplacer la Lune de son orbite ». Avec elle, vous appareillez les marbres du Parthénon, l'or d'Elgine, Athènes. Vogue la galère, glisse la trirème le long des rives de la Méditerranée. Et puis profitez de la vague. Embarquez avec Véronique Bruez. Heureux hasard, son livre s'intitule « De l'amour et de la mer », en rupture de stock à la Nouvelle Librairie, c'est tout dire. C'est une déclaration d'amour aux îles et aux cités de la Mare Nostrum. Érudite certes, mais façon anticonformiste. Loufoque parfois et poétique souvent. Au bout, une escale chez nous. Vous voilà anticomaniaque, c'est une addiction, mais lumineuse. Cap sur Nîmes. Jusqu'au 25 janvier, le musée de la Romanité consacre une très belle exposition à Achille et à la guerre de Troie. Heureux comme Ulysse, allez-y donc en famille. Remercions d'ailleurs les organisateurs d'avoir conçu un parcours sur mesure pour vos enfants, nos télémacs. Si vous voulez approfondir le sujet, vous trouverez même des suggestions passionnantes sur leur site internet. Littérature, podcasts, articles, films, séries, etc., comme on disait alors. Et comme tout voyage se termine en musique, les anticophiles mélomanes ne manqueront pas l'hymne à Apollon, signé Gabriel Fauré. C'est à Delphes que des archéologues français de l'école d'Athènes ont redécouvert ce chant en 1892. Le 11 août dernier, il résonne au Stade de France, au milieu de la cérémonie de clôture de nos Jeux. Une soirée qui tenait, Dieu merci, moins du Satyricon de Pétrone et de Fellini que la descente de scène de la cérémonie d'ouverture. Un instant de grâce, un moment littéralement suspendu, dont les paroles incantatoires nous feraient presque oublier le chaos présent. Ô muse de l'hélicon au bois profond, filles de Zeus retentissant, vierges aux bras glorieux, venez par vos accents charmer le dieu Phébus, votre frère à la chevelure d'or. Et en écho Sylvain Tesson. Sur la mer, éclairée par les mythes et les méduses, il y eut un miracle voilà 3 millénaires. Des hommes prirent une décision. Ne plus jamais assister à un spectacle naturel sans y associer la présence d'un dieu. Fin de citation. Décidément, je ne connais que la mer et vous invite vivement à embarquer également, chers auditeurs. C'était la boussole artistique de Gabrielle Fouquet. Je vous remercie et je vous laisse donc pour cette émission consacrée à la chasse avec quelques vers consacrés aux cieux tourmentés de la chevauchée fantastique, écrit par Henri N. C'est l'heure où les esprits font leur chasse sauvage. Allô, où ça? Hennissement aigu, claquement des fouets, mugissement des corps, et les abois, et les cris, et les éclats de rire font résonner l'espace.
venez d'entendre le libre journal du lundi soir, dirigé successivement par Pierre-Alexandre Bouclé puis par Romain Petitjean, diffusé en direct sur Radio Courtoisie lundi 30 septembre 2024 de 18h à 21h et réalisé par Claudio. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.